Ce site mémorial a ouvert en septembre 2012, mais il aurait pu ne jamais voir le jour. Il a fallu 30 ans de combat, depuis 1982, pour arriver à ouvrir ce lieu. Pourquoi un combat aussi difficile? D'abord pour l'histoire qu'il représente. Il incarne l'histoire française, une partie de l'histoire française en tout cas, durant cette période, et pas le visage le plus positif de l'histoire française. On rappelle qu'ici, il n'y a jamais eu de troupes allemandes. C'est un lieu qui a été géré par l'administration française, d'abord administration militaire, puis ministère de l'Intérieur. Et ce lieu va fermer en décembre 1942, alors que l'armée allemande a défilé quelques semaines plus tôt à Marseille. Le camp n'est plus utile à l'armée allemande, il va donc être fermé. Là, on est rentré dans la Tuilerie des Milles, parce que ce bâtiment est un ancien bâtiment industriel qui a été construit en 1883 par la famille Rastoin, famille marseillaise assez connue pour tous les habitants de la région, qui va faire de ce bâtiment l'un des fleurons de l'industrie méditerranéenne. On va fabriquer ici des tuiles plates. Ce bâtiment va connaître une histoire singulière durant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il va, après que son activité ait cessé en 1937, être réquisitionné en septembre 1939 sur demande du gouvernement français, on est sous la Troisième République, pour en faire un camp d'internement pour sujets ennemis. On appelle sujets ennemis les ressortissants étrangers issus de pays contre lesquels la France vient d'entrer en guerre et qui vivent sur le territoire français. On raconte cette histoire dans ce site mémorial en s'appuyant d'abord sur ce volet historique qu'on traverse maintenant, volet historique qui rappelle d'abord en quelques dates les événements clés qui vont permettre de comprendre le passage de la fin de la Première Guerre mondiale et vers le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. Comment est-ce que l'Europe et le monde vont mettre en place deux guerres au XXe siècle aussi rapprochées. Et on tente ici de faire comprendre aux visiteurs les engrenages successifs qui vont se mettre en place. Tout l'enjeu de cette partie-là est de rappeler dans quel contexte le camp des Milles va ouvrir, puisqu'on est dans un lieu de travail ordinaire qui tout à coup va au déclenchement de la guerre devenir un camp d'internement sous autorité française. L'histoire du camp des Milles est une histoire qui peut paraître singulière. En réalité, 240 camps français vont être créés en 1939. On cherche à protéger la population civile et la France. On est persuadé qu'il y a en France des personnes issues des pays ennemis, donc principalement allemands et autrichiens, qui sont en France pour espionner la France et commettre des actes de terrorisme. La particularité du camp des Milles, c'est d'abord que c'est aujourd'hui le dernier de ces 240 camps qui sont encore debout et visitables, dernier camp français encore visitable. Et autre élément singulier dans le camp des Milles, c'est son histoire, principalement dans la première période. On interne ici des sujets ennemis, rien de différent des autres camps d'internement. Ce qui est différent, c'est le profil de ce qu'on appelle ces sujets ennemis, puisqu'on va retrouver au camp des Milles une proportion très importante d'artistes et d'intellectuels opposés au fascisme. Juillet 1940, on négocie la paix avec l'Allemagne, et c'est Pétain qui négocie la paix. Pétain qui va être accueilli par une majorité des Français comme un héros. Il vient d'abord de permettre au sud de la France de ne pas être envahi par l'armée allemande et de ne pas se voir appliquer les lois allemandes. C'est un héros de la Première Guerre. Les Français sont persuadés que s'il a négocié une zone libre, c'est parce qu'il prépare la contre-offensive. On va enfermer au camp des Milles les internés qui étaient là dans la première période et qui n'ont pas pu obtenir de visa et partir. Mais la population va augmenter fortement, puisqu'on va passer de 10 nationalités internées à 38 nationalités internées en même temps. Le camp des Milles devient un camp de transit. Suite à la conférence de Wannsee, Adolf Hitler va demander aux pays alliés, mais non occupés militairement, de démarrer la déportation des hommes et des femmes juifs étrangers, hommes et femmes uniquement. Il va demander ça à tous les pays qui sont des alliés de l'Allemagne, mais dans lesquels l'armée allemande n'est pas présente. Et le seul gouvernement qui va répondre favorablement, c'est le gouvernement de Vichy. Le gouvernement de Vichy demande l'autorisation de déporter les enfants. Berlin ne veut pas d'enfants dans les convois, non pas parce qu'il cherche à protéger les enfants juifs, mais il ne veut pas d'enfants dans les convois parce qu'il présente les camps d'extermination comme des camps de travail. C'est impossible de justifier la présence d'enfants dans ces camps. On est là à l'été 42, au milieu de l'année 1942. Le gouvernement de Vichy insiste, en s'appuyant sur la devise de la France de Vichy. Vous savez qu'on a quitté les devises de la République pour appliquer la devise travail, famille, patrie. Nouveau socle sur lesquels la France doit se reconstruire. Au nom de la valeur famille, on explique que la France ne sépare jamais des familles. La réalité est bien plus logistique.
et plus administrative. On ne sait pas quoi faire des enfants si on déporte les parents. Berlin va refuser cette demande. On va, malgré tout, mettre dans les convois qui vont partir dès l'été 42 de la zone sud, des enfants dans les convois. C'est à ce moment-là que l'organisation des camps et du camp d'Émile se modifie. Le critère religieux n'apparaissait pas jusqu'alors dans les camps. Il n'était pas un critère pour interner les personnes. Il le devient, puisqu'on cherche à rassembler ici les populations juives, étrangères ou apatrides. On présente, dans ce qu'on appelle, cette troisième partie qu'on appelle le volet réflexif, des clés de compréhension des mécanismes sociétaux et humains qui sont ressortis, qui sont issus d'un travail réalisé autour d'Alain Chouraki, qui est le président de la fondation et directeur de recherche au CNRS, avec plusieurs chercheurs à l'université d'Aix-Marseille, qui ont travaillé ensemble et qui ont analysé les génocides du XXe siècle, génocides reconnus par l'ONU, génocide des Arméniens, génocide des populations juives, crime génocidaire tzigane et génocide des Tutsis, 1994 au Rwanda. Et ils vont faire ressortir, grâce à leur travail, des mécanismes communs. Les mécanismes qui ont abouti à la mise en place d'exterminations massives génocidaires sont des mécanismes qui se sont répétés dans l'histoire et des mécanismes permanents. L'objectif est de présenter aux visiteurs les mécanismes qui sont à l'œuvre dans nos sociétés, qui sont à l'œuvre chez les individus, dans les groupes constitués, et qui peuvent permettre justement à une société de rester debout et de résister à tous ces mécanismes de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, pour éviter les glissements vers la violence et vers les actes génocidaires comme on les présente ici, et en même temps tous les points de fragilité d'une démocratie et d'une société.